Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette table ronde où nous allons développer les outils de redynamisation pour la ville de demain. Alors, dans le cadre du Salon des maires un peu particulier, nous faisons cela une table ronde digitale, mais cela nous permet de nous connecter. Avec nous aujourd'hui, alors je me présente Christophe Baraston, délégué général du Club des managers centre-ville. Nous organisons en partenariat avec le Salon des maires cette table ronde. Nous avons autour de nous des partenaires qui vont vous présenter différents outils pour la redynamisation de la ville de demain. Nous avons avec nous William Coberlet, le président du Conseil du commerce de France. Nous avons Gontran Turing, qui est le délégué général du CNCC, du Conseil national des centres commerciaux. Nous avons Nicolas Gilliot, chef de projet au CEREMA, et Thibault Le Carpentier, responsable des relations institutionnelles au Club des managers de centre-ville. Chacun notre tour, nous allons prendre la parole et présenter les différents outils que l'on peut mettre en application sur nos territoires et qu'on va proposer notamment aux nouvelles équipes d'élus qui ont été mis en place. Ce que je vous propose, William Coberlet, au niveau du Conseil du commerce de France, vous avez un outil, le guide pratique de l'attractivité des territoires. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Bien sûr, bonjour à tous. Il y a à peu près 10 ans, un peu plus maintenant, cet objet symbolise les changements. Et le commerce également a changé. Ce que nous avons essayé de réaliser, c'est un guide que je vous montre là à l'écran, sur lequel on explique l'ensemble des bonnes pratiques dans les systèmes dans lesquels le commerce peut s'intégrer. Des pratiques en termes d'accessibilité, en termes environnemental, également de lien social avec la culture, la vie associative, voire même les écoles, et puis le besoin de sécurité. Donc ça a été fait par l'ensemble des membres du Conseil du commerce de France, mais également avec des experts qui ont pu donner l'ensemble des éléments sur lesquels ils pouvaient faire avancer le commerce dans les territoires. Alors, le Covid, aujourd'hui, il met en lumière le commerce et derrière, il va accélérer un certain nombre de changements qui étaient latents. Pour ça que ce guide nous permet de nous poser les bonnes questions. C'est quel est le poids économique du commerce dans les territoires? Et je pense que certains seraient étonnés de voir que souvent, dans les territoires, le commerce est le premier employeur et c'est celui qui, en valeur ajoutée, apporte le plus. Et donc, je ne vous parle même pas des impôts et autres, mais je dirais qu'il y a une force importante économique du commerce. Première question. La seconde, dans un territoire, il faut se poser la question de la qualité du réseau. Est-ce qu'il est équilibré? Est-ce qu'on a vraiment, aujourd'hui, entre le centre-ville, la périphérie, est-ce que l'on a un équilibre qui permet à l'ensemble de la population de pouvoir avoir ce dont elle a besoin? Et en fait, la vraie question, c'est que dans ces changements, on doit rénover. Est-ce qu'on doit développer? Il ne faut pas avoir peur de ces trois questions. Et rénover, ça ne veut pas dire mettre un pot de peinture. Rénover, c'est surtout, je pense surtout au fait que le commerce maintenant est devenu omnicanal. Il y a 10 ans, on allait dans le commerce pour se renseigner, pour voir le produit, pour le payer et pour en prendre possession. Aujourd'hui, ces 4 éléments existent, mais on peut les faire pas forcément dans le même lieu. On peut se renseigner sur Internet, que ce soit de son ordinateur ou de son smartphone. On peut payer également de son smartphone. On peut aller chercher le produit, ça s'appelle du click and collect. On peut aller le chercher dans un point relais. On peut se le faire livrer. Et en fait, tout ça s'est mêlé, sachant que le point central, celui pour lequel il y a une relation, un lien social, reste le magasin qui est important au niveau de nos centres-villes. Donc, pour ça, il y a aujourd'hui le virage du numérique, il a été pris par les groupes, il a été pris par beaucoup d'indépendants, mais il en reste sur 900 000 entreprises, 300 000 commerçants
qui n'ont pas pris le virage du numérique. Ils n'ont même pas de présence, même pas leur adresse, leurs horaires, leur géolocalisation sur le net. Donc là, il y a un gros travail à faire. Mais ce qui est important, c'est qu'au niveau des territoires, il faut aussi penser que la deuxième étape va être de pouvoir mutualiser la data. Et puis, surtout, et c'est peut-être plus concret, c'est de pouvoir mutualiser également la logistique, l'ensemble des arrivées de produits. Parce que, je sais pas, il vous est arrivé les uns et les autres devant une camionnette où il y avait juste un tout petit colis qui était livré. Chaque que ça, c'est des éléments, quand je parle de mutualisation, je parle d'un moment donné, grâce à la data, de pouvoir organiser ces flux pour ne pas avoir des villes qui soient bouchées. Donc tout ça dans un environnement où il faut faire attention à la transition écologique, à l'inclusion sociale, au respect du patrimoine, à l'intégration des innovations, et puis combien tout ça, ça coûte, quels sont les choix qui sont à faire. C'est pour ça qu'il faut un réel projet, c'est pour ça qu'il faut regarder quelles sont les bonnes pratiques, et puis derrière, bien se dire qu'il ne s'agit pas au niveau du commerce de repeindre la maison commerce, mais que c'est carrément accompagner la maison de commerce dans sa transformation. Et pour ça, il faut avoir une vraie vision d'avenir pour le commerce. Effectivement, c'est quelque chose qui rentre en résonance actuellement, tant on voit l'importance du commerce en ce moment sur les territoires. Et ce guide-là, on peut, alors je sais que vous l'avez distribué aux collectivités, aux élus, est-ce qu'on peut le retrouver sur votre site internet, c'est ça? Il est téléchargeable, on a essayé de l'envoyer à la plupart donc, des communes de France, mais il est toujours téléchargeable sur notre site CDCF. Très bien. Je vous remercie pour cette présentation. Maintenant, je vais demander à Nicolas Gilliot du CEREMA de nous présenter aussi son outil au niveau, alors il me semble, du foncier commercial. Oui, bonjour à tous, bonjour Christophe. Je vais vous parler d'un outil que développe le CEREMA pour repérer et analyser le foncier commercial. Pour ça, j'ai une petite présentation dont je vais partager mon écran, qui ne devrait pas tarder à arriver. Voilà, j'espère que vous le voyez. Comment repérer les commerces et la vacance au niveau commercial? Le contexte, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde le connaît parce que malheureusement, il est très médiatisé, que ce soit à travers les friches commerciales ou les derniers développements des centres commerciaux qui écrivent à certains médias qu'il s'agissait de la folie des grandeurs. Le résultat, on le constate quotidiennement, et la crise est venue accélérer la tendance avec le développement de la vacance, notamment, vacance commerciale. Malgré tout, ces difficultés ne sont pas si récentes, puisque on voit à travers les deux cartes qu'il y a vous voyez toujours mon écran, pardon. Christophe, je ne t'entends pas, ton micro est coupé. Oui, je dis qu'on ne voit plus la présentation, par contre, on voit toujours l'écran, mais on voit un agenda en fait. Je ne sais pas ce que c'est pas moi en tout cas. Là, je repartage. Ah voilà, ça y est, on y est sur l'action cœur de ville. Oui, donc je disais que les difficultés que j'évoquais ne sont quand même pas si récentes que ça, puisque déjà le plan Action Cœur de Ville avait montré que certaines villes moyennes étaient à des taux de vacances commerciales très, très élevés. Donc au CEREMA, depuis 1 an et demi, 2 ans, on a développé un outil de repérage des locaux commerciaux et des locaux commerciaux vacants notamment, à partir d'une source qui s'appelle les fichiers fonciers, qui est en fait une source issue des bases de données fiscales de la DGFiP, et donc que nous avons qualifiée et traitée sous la forme d'une base de données qui recense
donc un certain nombre d'informations qui concernent le commerce, mais pas que le commerce. On retrouvera d'autres activités ou toutes les questions liées au logement. Et ce sont des données qui sont mises à disposition des collectivités territoriales pour construire un outil d'observation de leur foncier commercial sur leur territoire, auquel elles ont un accès complet à partir d'une simple demande de leur part, en fait. Ensuite, toute la question pour elles est de disposer de l'ingénierie et des compétences pour traiter ces données-là. Nous, on peut intervenir en formation et en 2 jours les former à l'utilisation de ces outils, bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les fichiers fonciers? Alors, il y a eu une évolution importante parce qu'avant, ce n'était pas le cas, mais en 2017, une réforme de l'impôt foncier a permis en fait d'améliorer ce repérage et donc permet d'aboutir à une base nationale fiable sur les locaux commerciaux. Ce qui permet, et ce qui est un avantage, de bénéficier d'un outil homogène avec une information homogène sur l'ensemble du territoire national quand même, ce qui est pas toujours le cas pour tous les domaines, mais c'est pour ça que ça mérite d'être souligné. Donc ça se présente de cette façon-là. C'est qu'on peut disposer d'informations sur la surface de vente et sur les différents éléments qui composent en fait le magasin physique, c'est-à-dire que la surface principale, qui est la surface de vente en général, la surface secondaire où on peut retrouver des locaux qui ne sont pas dédiés à la vente, et des surfaces d'entreposage également. Et puis pour terminer, les surfaces de stationnement, dont je dirai un mot tout à l'heure, qui est une source qu'il faut traiter avec précaution. Donc on peut la géolocaliser et la dessiner à travers des logiciels classiques type Google Street View, superposé à une couche SIG. Et obtenir, et c'est là que ça devient intéressant en fait, croiser avec les codes NAF de l'occupant, identifier à la parcelle de quelle manière et par quel type de locaux commerciaux les bâtiments sont aujourd'hui occupés ou ont été occupés. Donc ça nous donne une vision relativement fine quand même de l'occupant du local. Et c'est ça qui est intéressant parce qu'on peut après, sur les centres-villes, disposer d'une information relativement fiable et récente. Je dis récente parce qu'en fait, si on prend aujourd'hui, on est en novembre 2020, on dispose de l'information en fait et sur l'état d'occupation du parc commercial pour l'année 2019. Donc on est à N-1. Du coup, sur la vacance, on est à peu près sur le même type d'information. Évidemment, on pourra retracer l'évolution de la vacance depuis 2012 en fait, donc de 2012 jusqu'à 2019 maintenant, on est en mesure de retracer l'évolution de la vacance commerciale sur les centres-villes et de voir apparaître l'augmentation parfois et parfois aussi la diminution du nombre de locaux vacants dans les centres-villes. Et on peut également le faire sur la périphérie. On a fait un travail de fiabilisation de cette méthode. Donc, on a travaillé avec 3 villes lauréates du programme Action Cœur de Ville. On a travaillé avec des SCOT également, que vous voyez cités ici, pour estimer le niveau de fiabilité de cette méthode et des trous dans la raquette, parce qu'il y en a toujours qui peuvent exister et sur lesquels il est important d'agir également. Je parlais tout à l'heure, par exemple, des surfaces de vente et des surfaces de stationnement. Sur le stationnement, on n'est pas en mesure, par exemple, sur le centre-ville, de connaître la surface exacte parce que il y a beaucoup de recoupements entre l'espace public et l'espace privé et on ne peut pas déterminer
l'espace public, la surface d'espace public par rapport à la surface d'espace privé. Par contre, en périphérie, c'est possible et on pourrait avoir un zoom spécifique sur les surfaces de stationnement qui représentent souvent à peu près l'équivalent, voire même le double de la surface de vente de magasins. Et puis, pour terminer, il y a bien sûr plusieurs applications possibles. Les premières, c'est estimer la vacance commerciale et l'évolution des surfaces commerciales. Donc, on a un recul de 8 à 9 ans. On peut traiter et appliquer des échelles territoriales multiples, raisonner sur un nombre de cellules commerciales ou en termes de surface commerciale vacante en centre-ville et en périphérie. Voilà, on a le nombre de cellules commerciales et le total de surface commerciale en mètres carrés. La surface de stationnement, j'en ai parlé. Et donc, on peut dresser en fait un premier état des lieux sur le commerce local avec bien sûr un recensement de l'ensemble des locaux commerciaux. Il peut s'agir de l'artisanat commercial, par exemple, des commerces de bouche ou du commerce généraliste. On peut faire des typologies sous cette forme-là, bien sûr. Tous ces éléments-là sont des applications possibles simplement par l'usage de la base de données et d'une maîtrise aussi des outils SIG. Par contre, pour nous, c'est un bon point de départ en fait, pour un territoire, une collectivité qui souhaite faire réaliser une analyse fine de son tissu commercial. Donc, ce que je veux dire par là, et j'en terminerai avec ce point, c'est que pour nous, ça ne remplace pas, bien sûr, le travail de diagnostic local sur le territoire qui suppose aussi des informations qualitatives sur l'état du commerce et sur les perspectives de développement ou les projets en cours pour notamment développer une animation commerciale sur le centre-ville. Et donc, pour cela, il faudra avoir une information beaucoup plus qualitative sur le territoire. Et ça passe par, évidemment, un travail avec tous les acteurs du commerce local présents sur ce territoire. Voilà un peu ce que je voulais vous dire. Et je vous remercie. Merci Nicolas pour cette présentation. Effectivement, par rapport à cet outil-là, nul doute que les managers de centre-ville qui ont justement la lourde tâche de la mission de lutter contre la vacance commerciale, pourront effectivement utiliser cet outil-là. On va continuer, est avec nous Gontran Turing du Conseil national des centres commerciaux. Vous avez une autre chose à nous proposer, un autre outil de redynamisation. C'est une prime, je voulais en savoir plus. Dites-nous plus, s'il vous plaît. Oui, bonjour à tous. D'abord, merci au Club des managers de centre-ville de nous permettre de nous exprimer à l'occasion de ce salon des maires. Alors, je dirais que plus qu'un outil aujourd'hui, c'est une idée que nous commençons à promouvoir et qui concerne effectivement ces zones commerciales périphériques qui aujourd'hui posent un quadruple problème. Alors, sachant que, je ne sais pas si ça correspondra au chiffre du CEREMA, mais on estime, nous, au CNCC, qu'elle représente à peu près 6 millions de mètres carrés aujourd'hui, donc un volume important. Alors, je le disais, ces zones commerciales périphériques posent un quadruple problème. D'abord, un problème urbanistique. Elles n'ont finalement de périphérique que le nom aujourd'hui. Elles ont souvent été rattrapées par la ville. Elles se retrouvent insérées dans le tissu urbain. Donc, elles posent un véritable problème urbanistique à la fois aux élus et aux habitants. Il y a un second problème qui est esthétique, c'est-à-dire que ces boîtes à chaussures, comme on les appelle, se sont développées de façon anarchique, sans architecture vraiment très, très élaborée. C'est la France moche que citait Télérama il y a quelques temps à la une de ce magazine. Le troisième problème, il est écologique. Ces boîtes sont souvent des passoires thermiques, elles sont amiantées.
Donc aujourd'hui, elles ne correspondent absolument pas aux critères de la responsabilité environnementale qui doit être celle de toute entreprise à l'heure actuelle. Et puis le dernier problème, il est économique, c'est que en général, ces boîtes qui ont été créées dans les années 70-80 ne correspondent plus aux besoins à la fois des commerçants, mais également des consommateurs. Donc voilà, un gros problème pour ces zones commerciales périphériques qu'il faut essayer de régler. Alors, bien entendu, tout le monde prône pour la réhabilitation, la restructuration de ces zones. J'ajoute que ce sont des zones qui sont déjà artificialisées. Donc, on échappe au sujet de l'artificialisation des sols, qui est un vrai sujet aujourd'hui. Comme vous le savez, le gouvernement a un objectif de zéro artificialisation des sols, net, le fameux ZAN. Donc là, il ne s'agit pas du tout d'artificialiser des sols qui aujourd'hui seraient naturels, mais au contraire de travailler sur des zones qui sont déjà artificialisées. Alors, comme je le disais, tout le monde est aujourd'hui prêt à partir et à travailler pour réhabiliter, pour restructurer, pour moderniser ces zones. Mais il y a un problème économique fondamental, c'est que l'équilibre d'aménagement de ces zones est compliqué. C'est souvent la multipropriété. Les VRD sont anciens, obsolètes, ils ne sont plus en état. Donc on ne voit pas comment ces opérations pourraient se réaliser sans une aide de l'État. On utilise une comparaison qui est peut-être un peu excessive, mais l'État a mis en place, comme vous le savez, une prime à la casse pour les voitures. On estime que l'État pourrait tout à fait mettre en place une prime à la reconversion pour ces zones périphériques qui permettrait effectivement d'atteindre, au pire, je dirais, un équilibre d'aménagement et qui est nécessaire pour les opérateurs et pour les investisseurs qui viendraient s'intéresser à ce type d'opération. Comme je le disais, on est aujourd'hui, c'est surtout une idée qu'on développe. On est en train d'affiner le business model. Comme on sait que l'État aujourd'hui est très sollicité budgétairement, en particulier à la lueur de cette crise, je crois qu'on peut compter d'une part sur le fonds Friche qui a été annoncé avec une dotation de 300 millions d'euros. On pense qu'une partie de ce fonds Friche pourrait être utilisée pour ces opérations de reconversion et donc subventionner en quelque sorte ces opérations. Et puis par ailleurs, la seconde idée que nous avons pour financer ce budget, parce qu'on sait que les fonds de l'État ne sont pas infinis, c'est de demander aux opérateurs pure players de la livraison à domicile, qui aujourd'hui, on le sait, sont peu fiscalisés en France par des systèmes d'optimisation fiscale, pour être poli, arrivent effectivement à échapper à une partie de l'impôt. Et donc aller demander, surtout en cette période de solidarité nécessaire, aller demander à ces opérateurs de contribuer financièrement et fiscalement pour alimenter ce fonds qui permettrait effectivement de générer des primes de reconversion pour un certain nombre de ces zones périphériques. Donc voilà, c'est une idée qu'on est en train de développer. On l'a déjà présentée à des cabinets ministériels concernés, à Bercy notamment, à la cohésion des territoires. On l'a présentée également à l'administration, à la direction générale des entreprises, et on trouvait qu'aujourd'hui, c'était une bonne occasion, devant cette tribune, devant les maires et les élus de France, de vous en faire part également, sachant que les maires, évidemment, ont un pouvoir à la fois de décision, mais également de prescription très important dans le cadre de ces opérations, et qu'il en va, je dirais, de l'avenir de nos villes et de leurs périphéries. C'est vrai que ces zones périphériques ont souvent enlaidi nos entrées de ville, et qu'il est temps aujourd'hui de remettre les choses au point, et donc d'engager des opérations de ce type. J'en profite en conclusion, mais ça n'est pas tout à fait déconnecté de ce sujet de prime de reconversion, pour faire une petite page de publicité. Nous organisons donc, après le Salon des maires digital, 2 conférences digitales le 3 décembre prochain, en partenariat avec Business Imo. Et vous verrez qu'on a un lien avec le sujet, avec 2 conférences, donc je le disais, une le matin qui concerne l'investissement dans l'actif retail, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de questions qui se posent de la part des investisseurs sur l'investissement en actif retail, et donc ces opérations de revitalisation de périphérie des villes en font partie. Donc avec un triptyque, investissement financièrement efficient, investissement socialement responsable et investissement territorialement engagé.
Et c'est vrai qu'au Salon des maires, la notion de territoire est importante. Et puis une deuxième conférence l'après-midi, toujours du 3 décembre, à partir d'une étude Kantar, une étude Quali que nous avons réalisée auprès des grands dirigeants du retail et de la distribution en France, pour voir justement précisément quelles étaient leurs attentes par rapport à ces équipements commerciaux, qu'ils soient de centre-ville ou qu'ils soient de périphérie. Donc voilà, le 3 décembre, vous pouvez vous inscrire sur le site prochainement du CNCC ou sur le site de Business Immo. Un dernier mot important concernant ces zones périphériques, c'est que bien entendu, il s'agit de les reconvertir, de les améliorer dans la fonction retail, mais il est évident que ça signifie également de faire disparaître un certain nombre de mauvais mètres carrés de retail en périphérie, et donc on s'oriente clairement, comme en centre-ville d'ailleurs, vers des opérations périphériques. Ça permet de refaire de la couture urbaine, et sur ces zones qui sont aujourd'hui purement commerciales, comme je le disais au début, comme elles sont aujourd'hui urbains, d'y ajouter d'autres fonctions, que ce soit des fonctions publiques ou des fonctions privées, du logement, de l'activité, du bureau, et d'en faire donc finalement des nouveaux quartiers de ville. Voilà, merci pour votre écoute. Merci Gontran, effectivement une idée intéressante. Alors on sera présent le 3, soyez-en sûrs. Et effectivement, on voit bien que là, il y a un modèle ou une réflexion où on doit, au niveau du commerce, se réinventer. Alors, je vais passer la parole à Thibault Le Carpentier pour le club des managers de centre-ville. Il va nous présenter un projet, justement, au local pour sauvegarder l'outil commercial de nos villes. Je vous laisse présenter. Bien, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, alors je vais essayer de faire fonctionner le partage d'écran. Bon, visiblement, ça ne va pas fonctionner. Il y a des jours où on n'y arrive pas. Alors, je vais réessayer comme ça. Est-ce qu'on voit la présentation? A priori, oui. Oui, on la voit. Tu peux... Merci Christophe. Donc, effectivement, le club des managers avec ses différents partenaires réfléchit depuis quelques mois avec une réflexion qui a été accélérée par le confinement sur les outils qui pourraient être mis en place pour développer et redynamiser les centres-villes. Donc, ce que je vais vous présenter là aujourd'hui, c'est les résultats de cette réflexion qu'on a menée pendant plusieurs mois avec des partenaires qui sont déjà intervenus avant nous, c'est-à-dire le Conseil du commerce de France, le Conseil national des centres commerciaux, le CEREMA et différents autres acteurs qui sont partenaires avec nous et initiateurs de ce projet. Alors en fait, on est parti d'une réflexion qui était de dire, on sait qu'on a de la vacance commerciale en France, on sait qu'on a des problèmes d'augmentation de loyer ou de niveau de loyer, on sait qu'on a aussi un autre problème qui est le faible taux de survie des activités de commerce, puisque un commerce sur 3 arrête son activité au bout d'environ 4 ans. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour régler une certaine partie de ces problèmes-là? Donc, on sait au travers du club des managers et de l'expérience des managers de centre-ville qu'il y a un certain nombre d'outils qui marchent, comme les outils de protection du linéaire marchand, comme les taxes sur les friches commerciales, comme l'article 18 de la loi ACTPE sur les niveaux, sur l'état d'un commerce. De l'autre côté, tout ce qui peut être subvention en termes d'accompagnement et de portage de loyer, d'aide aux travaux, d'associations foncières urbaines, de projets, et puis éventuellement de préemption, voire d'acquisition. Tous ces outils-là, malheureusement, les communes ne les connaissent pas tous forcément, n'en voient pas en tous les cas l'intérêt qu'on a volontairement formalisé sur ce slide, qui est qu'on a, avec ces outils-là, un véritable outil de régulation économique dans la loi classique qu'on utilise aujourd'hui de la logique pollueur-payeur, en insistant sur un point, c'est que on a essayé au travers de ces travaux d'utiliser au maximum tous les textes de loi existants, aussi bien les lois qui régissent les problèmes d'organisation territoriale, donc loi MAPTAM et loi NOTRe, que la loi Elan qui régit l'aménagement territorial et le numérique,
en intégrant plus récemment les éléments du plan France Relance et surtout la loi du 10 février 2020 sur tout ce qui était lutte contre le gaspillage et l'économie circulaire. Gontran Turing parlait il y a quelques instants de RSE. Tous ces éléments-là, on les a mis dans notre réflexion pour bâtir la réflexion suivante. Donc en fait, un FEED, c'est quoi? C'est un projet où on vise à acquérir un maximum de 20% des points de vente sur une polarité commerciale, qui peut être par exemple un centre-ville, mais qui pourrait être par exemple aussi un appareil commercial de périphérie en multipropriété. L'objectif n'est pas de le racheter intégralement, l'objectif est de racheter les cellules commerciales, actives ou non, qui structurent le parcours client pour sauvegarder la capacité de l'appareil commercial à assurer sa fonction d'attractivité. On parle beaucoup de parcours client quand on est sur des sites internet marchands, on parle beaucoup de parcours client quand on parle de centres commerciaux. Nous estimons qu'on ne parle pas assez de parcours client quand on parle de centre-ville. Ça, c'est le travail, je dirais, classique d'une foncière, sauf avec cette spécificité qu'elle rachète des points de vente, qu'elle ne les rachète pas forcément d'un coup et qu'elle les rachète dans une logique qui n'est pas forcément la proximité d'un magasin avec un autre. Là où on a une certaine originalité, c'est qu'on a dit on va accompagner dans ce cadre-là les porteurs de projets. C'est-à-dire qu'on va les sélectionner, on va les aider dans leurs projets, on va rentrer notamment les nouvelles formes de commerce qui ne rentrent pas forcément spontanément dans les centres-villes, notamment quand on parle d'économie circulaire sous toutes ses dimensions. On va surtout proposer à ces nouveaux locataires d'utiliser un certain nombre de supports techniques pour baisser leurs coûts de gestion. Un certain nombre d'études, on a pris un certain nombre d'études qui ont été faites où qui ont montré qu'on pouvait baisser un certain nombre de charges des commerçants de 20 à 50% par des meilleures pratiques techniques. On va leur proposer un certain nombre d'outils de communication et de création de trafic afin d'augmenter leur chiffre d'affaires. L'objectif étant, en jouant sur le CAPEX, en jouant sur l'OPEX, d'augmenter le résultat d'exploitation. Il faut savoir que si on regarde les chiffres 2019, 24% des commerçants sont entrés avant même le Covid, 24% des commerçants à fin 2019 avaient un résultat d'exploitation négatif depuis plus de 18 mois, ce qui aboutit aujourd'hui à plus de 14% des commerçants qui présentent un risque de défaillance élevé. L'objectif, bien évidemment, en contrepartie de cette baisse de coût de gestion, d'augmentation du CA, c'est de proposer aux commerçants qui vont rentrer dans ces locaux de ne plus fonctionner sur une logique de loyer classique, mais sur un loyer à minimum garanti, plus par variable. C'est-à-dire qu'on fait un bail minimum, comme le font aujourd'hui des villes qui font du portage et de l'accompagnement de commerçants, et la part est variable en fonction des résultats du magasin. L'objectif, c'est quoi? C'est pas simplement de travailler sur ces 10 à 20% de magasins, c'est de disposer d'un levier d'action sur l'ensemble de l'activité commerciale. C'est-à-dire que l'objectif, c'est pas qu'il n'y ait que ces magasins-là qui puissent en profiter, c'est de montrer à l'ensemble des commerçants locaux qu'ils pourraient eux aussi utiliser ces bonnes pratiques commerciales et donc voir leur CAPEX augmenter et leur OPEX baisser et le résultat d'exploitation monter. L'objectif n'est pas d'être en compétition avec les acteurs locaux, puisque on a très clairement décidé que les agents immobiliers conserveraient toute leur activité en termes de gestion locative. Bien évidemment, de faire piloter ça par le manager de centre-ville qui peut accompagner l'ensemble des acteurs dans la recherche de porteurs de projets. Mais l'objectif n'est bien évidemment pas de se substituer à une union commerciale ou à des sociétés de développement économique telles que peuvent le préconiser des acteurs aujourd'hui. Donc, on est sur un mode d'action qui va plus loin que celui de la foncière, tant dans ses objectifs que dans ses modalités d'intervention. L'objectif, c'est aussi de proposer aux villes et aux acteurs un modèle qui soit totalement balisé des étapes, qui parte des spécificités du territoire et pas d'un plan d'action national, mais qui intègre chacune des spécificités d'action des territoires, qui utilise l'ensemble des outils légaux qu'on peut utiliser en faveur du commerce, qui joue sur les effets de réseau locaux, nationaux et sur les effets de partage des meilleures pratiques professionnelles, par la mutualisation des moyens et en étant complémentaire
avec les plans d'action nationaux tels qu'ils existent aujourd'hui, c'est-à-dire Petites Villes de demain, Action Cœur de Ville qui existe depuis plusieurs années, et les programmes privés-publics de type projet urbain partenariat. C'est bien pour ça qu'on n'a pas voulu donner à cette solution et à cette proposition le nom de foncière, mais bien de fonds d'intervention, d'initiative et de développement. Donc notre objectif, c'est en fonction d'un certain nombre d'enjeux d'avoir les actions et les effets. Donc on l'a dit, la nécessité de restructurer et de renforcer les parcours clients, de remédier à la vacance commerciale, d'éviter les défaillances d'entreprises et notamment des entreprises les plus jeunes, d'adapter le commerce traditionnel aux nouveaux comportements, d'adapter les dynamiques de création du commerce et surtout d'uniformiser les loyers sans distordre la concurrence. Alors, on commence à travailler avec un certain nombre de villes sur la mise en place, on accompagne les villes. Un élément que je n'ai pas précisé, c'est que bien évidemment pour gérer financièrement ces structures, on va être sur la partie foncière qui va être un mix d'argent public, un mix d'argent privé, avec des équilibres qui vont dépendre des spécificités locales. L'objectif étant de faire intervenir un maximum d'interlocuteurs financiers aujourd'hui sur ces projets-là pour, un, pouvoir les développer et deux, les sécuriser dans le temps. Voilà, Christophe, j'ai fait la présentation. C'est parfait, c'est pile dans les temps, Thibault. Écoutez, je vous remercie pour vos interventions. Pour les territoires et les élus qui nous ont écoutés, effectivement, vous avez le guide de l'attractivité du Conseil du commerce de France sur leur site. Vous avez le CEREMA, justement, sur tout ce qui est vacances commerciales. Le CNCC avec l'idée de reconversion, de prime à la reconversion qui est intéressante. Donc, du coup, vous pouvez les contacter. Et puis, effectivement, le club, à travers les FID, nous sommes effectivement à vos côtés pour développer vos territoires. Et nous sommes à votre écoute. Et je vous remercie tous pour votre participation qui a été, je pense, très instructive. Merci à vous et bonne soirée. Au revoir. Je ne sais pas, Paul, si vous nous entendez. Oui. Oui. Non, on t'entend. Vous pourriez nous dire quand ça va être diffusé? Oui, alors ça va être diffusé, je vous dis ça dans une seconde, le jeudi 26 novembre à 17h. D'accord. Est-ce qu'il serait possible éventuellement de récupérer cette visio, comme ça on la mettrait sur notre site, bien entendu, après le 26? Oui. D'accord. Je ferai passer les éléments à Christophe. Parfait. Christophe, Moi, on verra après. je vais transférer. Très bien. C'est bon pour l'enregistrement? Tout est bon? Eh bien, a priori, c'est bon, oui. Écoutez, il faut que je clique maintenant sur arrêter l'enregistrement. On fera un petit montage pour couper la place. Voilà. Okay. Voilà, vous pouvez vous déconnecter. Je vous remercie à tous pour répondu présent, c'est bien. Merci. Merci, bonne soirée à tous. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. À bientôt.